Alors, docteur Bobola, on va vous dire docteur. Vous êtes docteur en physique-chimie, biologiste, anthropologue, conférencier de renom, et vous nous parlez du cerveau quantique. Oui. Alors, vous êtes présent au symposium de l'homme énergétique organisé par le docteur Baudin. Alors maintenant, le quantique, il y a des spaghettis quantiques, il y a des coachs quantiques. Est-ce qu'on n'est pas devant un effet mode? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Si c'est un effet mode, il y a une réalité qui est la physique quantique, discipline qui est née en 1900, avec les travaux d'un physicien allemand, Max Planck, qui va faire une découverte surprenante à l'époque. C'est qu'un atome émet de l'énergie par paquet ou par bond. Et comme à l'époque on avait fait ces humanités, on parlait beaucoup en termes latins, on a appelé ça quantum. Et au pluriel, ça a donné la théorie des quanta. Par la suite, cette théorie des quanta s'est développée. On s'est rendu compte que la physique classique, qui est née avec Isaac Newton, n'était pas applicable à l'atome. Et on a dû développer une autre physique pour comprendre le comportement de l'atome. Alors moi, je suis un petit peu surpris parce que quand on parle du quantique, si je connais le minimum que je connaisse par rapport à cette physique, c'est de dire que l'infiniment petit existe dans l'infiniment grand. C'est une des définitions de la physique quantique, vous allez m'arrêter si je me trompe. Toutes les réactions qu'on trouve dans le macro existent dans le micro. On en parle déjà dans la Bible. On en parle aussi, les bouddhistes en parlaient il y a déjà 1200 ans. Bon, bien évidemment, il y a tout l'aspect physique que vous évoquez avec le docteur Planck, etc. Donc, est-ce que c'est pas un peu une redite? Sauf que maintenant, on a peut-être l'explication physique de ce qui est... C'est-à-dire, ça dépend de ce qu'on appelle semblable. Je vais prendre un exemple concret. Donc, tout le monde a en tête le système solaire. Le système solaire, au centre, vous avez notre étoile, le Soleil. Autour de cette étoile gravitent des planètes, et certaines avec leurs satellites. Vous voyez bien que la physique qui décrit le système solaire n'est pas celle qui décrit l'atome. Or, l'atome, dans sa description la plus élémentaire, c'est ainsi qu'en 1913, Niels Bohr voyait l'atome, c'est un mini-système solaire. Vous avez au centre un soleil intra-atomique, qu'on appelle le noyau nucléaire, et autour de ce noyau gravitent des électrons. Il y a une analogie de forme, mais la logique qui régit le système solaire, c'est-à-dire la physique macroscopique, n'est pas la logique qui régit la physique microscopique. Donc ce qu'on est en train de voir, si on fait un petit peu un historique, en 1900 vont naître les prémices de la physique quantique. Puis après, des propriétés quantiques vont naître dans les années 20 principalement. Alors je vais résumer simplement. Un atome a une double dimension, onde et corpuscule. On n'a pas la possibilité de mesurer simultanément la position et la vitesse d'une particule. Vous voyez que dans notre monde à nous, quotidien, on peut mesurer simultanément la vitesse et la position d'une voiture, par exemple. Donc c'est déjà une différence. Il y a des fluctuations en permanence, c'est-à-dire qu'un atome peut avoir une sorte de main invisible qui vient de cette fluctuation, qui va augmenter son énergie. Et un atome qui au départ n'avait pas une énergie suffisante pour passer un obstacle pourra passer cet obstacle du fait de cette fluctuation. La propriété qui est née dans les années 20 a été testée dans les années 80, je veux dire l'intrication. C'est le fait que deux particules qui ont été en contact le resteront, quelle que soit la distance qui les sépare. Et donc ça, c'est une propriété importante parce que on parle de non-localité. C'est ce que le professeur Maslow appelle l'Internet des cellules. Voilà, la non-séparabilité. Et puis, on a découvert également un état, dans les années 90, il y a des expériences qui ont été faites, mais surtout dans les années 2000, qu'on appelle le condensat de Bose-Einstein, c'est-à-dire une collectivité d'atomes, principalement à l'état gazeux, a la possibilité de former une sorte d'unité, comme si les myriades de petits atomes formaient un atome macroscopique unique. Voilà en résumé, succinctement et grossièrement, les propriétés de la physique quantique. Alors, par la suite, la physique quantique a évolué vers la théorie quantique des champs. On a commencé à mieux comprendre le monde des particules élémentaires. Et à partir des années 2000, sous l'impulsion d'ailleurs du prix Nobel Pierre-Gilles de Gennes, qui a toujours voulu établir un lien entre la physique et la biologie, on est en train de vérifier qu'une partie des propriétés biologiques décrites avec la physique classique peuvent avoir également une description quantique. Par exemple, la photosynthèse donne lieu à une description quantique. C'est la notion d'état superposé. C'est-à-dire que dans un monde classique, une particule sera au nord ou au sud, ou à l'est ou à l'ouest. Dans le monde quantique, elle sera simultanément en 4 points cardinaux.
Donc on a isolé une protéine dans une bactérie sulfureuse marine, et on s'est rendu compte que cette macromolécule, qui est faite de 7 molécules de chlorophylle, lorsqu'on arrivait à créer à l'aide d'un rayonnement laser un courant électrique, il pouvait cheminer simultanément dans les 7 chemins, ce qui est impossible en physique classique. Et ça explique un dopage de la photosynthèse dont le rendement est de 95%. On s'est rendu compte que l'odorat donnait lieu à un aspect quantique, l'effet tunnel. On s'est rendu compte que la migration des oiseaux obéissait à un phénomène quantique, que les enzymes qui accélèrent la vitesse de nos réactions avaient également une description quantique. Bref, on est en train de se rendre compte que la biologie, dont l'élément fondamental et élémentaire est la molécule, commence à être investie par la physique quantique. Et alors, vous avez une notion qui est très importante, d'après ce que j'ai compris dans la physique quantique, c'est la notion de vide. Oui. On retrouve un petit peu là encore, je suis désolé, je reviens au bouddhisme, où eux ils parlent de vacuité qui n'existe que par le contenant. En fait, c'est un peu ce principe. Donc, on trouve ça dans le Tao, on trouve ça dans la pensée chinoise traditionnelle. C'est-à-dire que le vide, c'est la somme des potentialités. C'est-à-dire la matière, c'est ça peut-être le plus important pour vos auditeurs, c'est de comprendre qu'un atome est vide à 99,9999. C'est-à-dire que c'est fait de vide, un vide étrange qui est une somme d'états potentiels énergétiques, et qu'à l'intérieur de ce vide, il y a une danse énergétique où la lumière donne de la matière dédoublée, et la matière dédoublée redonne de la lumière. Donc au cœur du vide pulse cette danse énergétique qui est une sorte de transmutation matière dédoublée lumière, lumière matière dédoublée. Alors effectivement, les traditions avaient perçu ça. Le philosophe Henri Bergson disait que l'analyse a un caractère corpusculaire, alors que l'intuition pénètre à l'intérieur des choses. Et donc il met en avant le caractère ondulatoire et pénétrant de l'intuition, alors que l'analyse fait le tour d'un objet, comme un aveugle qui toucherait l'objet sans vraiment rentrer à l'intérieur. Ça ne par la même onde vibratoire, c'est une loi qui est tout à fait différente. Donc actuellement, sont nées des approches qu'on a appelées tour à tour thérapie énergétique, thérapie informationnelle, thérapie quantique, où on va exploiter cette double nature de la matière, onde et corpuscule. Alors, pendant de nombreuses années, on a pensé que seul l'atome obéissait aux lois quantiques. Maintenant, on commence à avoir des arguments pour dire que le continent moléculaire obéit aux lois quantiques. Une cellule est faite de molécules, et en biologie, on parle de biomolécules, de molécules biologiques. Ce sont les protéines, les glucides, les lipides et les molécules d'ADN. Ces molécules s'organisent pour donner des cellules, ces cellules s'organisent en tissus, les tissus en organes. Et donc, à chaque fois que vous augmentez la taille de l'organisation, vous avez une double nature, onde et corpuscule. Ce qui fait que nos cellules ont une dimension vibratoire, nos tissus, nos organes, comme nos molécules. Et donc, certains appareils font un état des lieux énergétique en prenant appui sur cette signature vibratoire. Et donc, c'est un tournant, le nouveau souffle de la médecine, qui va prendre appui sur ces approches et donner une rigueur et un aspect quantitatif à un concept qui est né de la naturopathie, qui est la notion de terrain. Vous voyez, un terrain, c'est le milieu dans lequel nos cellules baignent. Alors, par exemple, si on prend un terrain... Claude Bernard en parlait déjà... Oui, mais il parlait le milieu intérieur, mais dans lequel il a défini la constance du milieu intérieur. Les inventeurs des remèdes, même Hippocrate, disaient c'est pas le remède qui fait l'important, c'est le terrain sur lequel on travaille. Bon, je veux dire, c'est des choses qui remontent à... Ah, mais bien sûr. Mais... Non, c'est pour dire que l'aspect terrain est très important. Bien sûr. Vous avez la notion de terrain, vous avez la notion de diathèse, de typologie, enfin toutes les disciplines comme l'homéopathie. Oui, qu'on retrouve. Voilà, puis vous retrouvez ça dans les médecines ayurvédiques ou dans d'autres formes de médecine traditionnelle. Mais le terrain, on peut le quantifier. Par exemple, si vous prenez un terrain cancérinique, propice au cancer, on sait que ça dépend de la défense immunitaire au niveau quantitatif, qualitatif, ça dépend de la polarisation des cellules, en particulier des cellules cancéreuses, qui auront plus tendance à faire rétention de sodium, la capacité qu'a la tumeur à former des néovaisseaux, ce qu'on appelle l'angiogénèse. Vous avez également dans la notion de terrain l'oxygénation, qui est très important, le pH intracellulaire, mais vous avez également une dimension vibratoire. Donc une cellule, quand elle devient anormale, malade,
elle va exprimer sa dérégulation par une signature vibratoire. Et si on est capable de capter cette signature vibratoire, eh bien on peut avoir une idée à la fois qualitative et quantitative de la dérégulation tissulaire. Donc on peut dire que le cancer en fait est lié à une énergie qui est mal transmise ou qui est mal par rapport Une au cellule cellulaire, cancéreuse, c'est une cellule qui émet un rayonnement anormal. Alors dans les années 70, un physicien allemand du nom de Fritz Albert Popp a montré à travers plus de 10 millions d'expériences que les cellules émettent un rayonnement ultra ténu qu'il appelait biophotonique. Photon, c'est le terme qu'on utilise en physique pour parler de lumière, donc c'est la lumière du vivant. Et c'est l'ADN qui émet ce rayonnement qui est cohérent. Et la cohérence en physique, ça donne un rayonnement à un caractère laser. C'est-à-dire un rayonnement qui sera puissant, directionnel et sous forme conique. Et donc les cellules communiquent aussi par cette dimension biophotonique. Donc une cellule, quand elle devient malade, elle va présenter un écart par rapport à la cohérence du rayonnement. Et plus on perd la cohérence, et plus la cellule devient malade. Donc ça, ce sont des données. On est en train de comprendre que le cerveau a une dimension quantique, mais je vais faire appel pour vos auditeurs à du bon sens. Non, mais le cerveau, c'est déjà des cellules, donc le cerveau, il est quantique par sa structure déjà, je veux dire... Oui, mais c'est pas admis. Et on est dans un mouvement qui est en train de se structurer. Il y a encore des modèles embryonnaires qui vont se raffiner et se développer. Mais à la base, le cerveau est une usine électrique qui crée des courants électriques qu'on appelle potentiel d'action. Si on a compris que l'électron obéit à la physique quantique, le cerveau doit aussi obéir à la physique quantique. Moi, je pense que la nature, c'est un principe général, hein, fait rien par hasard. Il y a un principe d'optimisation. Donc si on a une physique classique, une physique quantique, qui est une même physique finalement, qui doit être corrigée en fonction de la taille du système qu'on étudie, eh bien, on doit admettre que nous avons une dimension quantique, parce que par notre poids et notre taille, on semble obéir à une physique classique, et chacun de nos milliards d'atomes obéit aussi individuellement à une physique quantique, et même par petite collectivité. Donc nous sommes des êtres mi-classiques, mi-quantiques. Et donc, quand on rentre dans la physique quantique, ce qui est le plus important, me semble-t-il, c'est la notion de physique participative. C'est-à-dire qu'un physicien classique, il va interagir avec un instrument, et le réel qu'il va obtenir à l'aide de son instrument, c'est une seule réalité. Alors qu'en physique quantique, si je reprends l'exemple, une particule peut être au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, aux 4 points cardinaux. Si vous raisonnez, vous interagissez avec la solution nord, eh bien, vous faites venir dans votre présent, qui est la mesure, cette solution nord. Mais vous voyez bien qu'avant la mesure, la réalité, elle était aux 4 points cardinaux. Donc mesurer, c'est perturber. Et celui qui fait la mesure devient un participant. Et la mesure obtenue devient une observable qui dépend de l'interaction de l'instrument que le physicien ou le technicien utilise et la conscience de celui qui l'utilise. Ce qui fait qu'on doit passer d'une médecine non participative à une physique participative, à une médecine participative. Comme la physique classique, on peut la qualifier de physique de non-responsabilité. C'est-à-dire que votre état intérieur ne rentre pas en compte. C'est un peu ce que dit le docteur Bernard Monteau de Lyon, où il fait une médecine non active. C'est-à-dire qu'il interroge les gens, mais il n'intervient pas de manière à ce qu'ils puissent comprendre le mécanisme de leur pathologie. Mais lui, il n'intervient pas par des médicaments. Enfin, c'est un peu cet esprit qu'il a. Alors moi, ça m'amène à penser, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un parallèle sur le fonctionnement des gens, le raisonnement des gens qui sont attirés par des religions monothéistes, très concrètes, etc. Et puis se dégage un petit peu maintenant vers une spiritualité plus fine, plus subtile. On a un peu la même chose entre la médecine physique et la médecine quantique, parce que ça se passe au niveau mental. Oui, c'est très juste. Même, on a des pays, moi par exemple, je vais souvent au Brésil, j'enseigne au Brésil, et ce qui m'a frappé, c'est que le Brésil ressemble le plus à un monde quantique. Et notre vieille Europe ressemble plus à un monde classique. Alors le monde classique, il a fait ses preuves au 19e, mais... Ouais. Elle est plus structurée, on a vraiment des lois, enfin je veux dire, on est vraiment sur l'effet vieillissant, quoi, il n'y a pas de... Voilà, donc de même, le passage de la médecine allopathique aux autres médecines, qu'on les appelle tour à tour parallèles, complémentaires, énergétiques, alternatives, informationnelles. Le terme exact, c'est non conventionnel. Hein. Quand oui. vous discutez avec des gens du ministère, ils vous disent que c'est médecine non conventionnelle.
C'est un grave problème juridique, parce que moi j'avais travaillé avec une juriste, si vous dites médecine parallèle, deux droits de parallèle se recoupent mais à l'infini, médecine complémentaire, mais qui complète qui est le plus important? Parce qu'il y a des tests, si vous avez le référentiel qui est allopathique, vous avez des notions qui n'existent pas dans les médecines autres. Voilà, et puis les médecines alternatives, il y aura un mouvement. Un coup, ça serait la médecine allopathique, puis la médecine autre. Et voilà. La médecine douce, c'est faux parce qu'il y a certaines médecines comme l'aromathérapie qui sont très pas agressives, qui sont pas douces du tout. Et de même l'homéopathie, des fois vous pouvez avoir des réactions et c'est pas forcément doux. Donc la terminologie est très importante. Moi j'appellerais ces médecines écologiques, c'est-à-dire on tient compte de l'individu dans son ensemble, on tient compte du milieu dans lequel il vit, on tient compte de plein de facteurs qui n'entrent pas forcément en compte uniquement dans les paramètres biologiques. Alors, si on résume là, pour clarifier un petit peu tout ce qu'on a dit, etc., donnez-nous une définition claire de la physique quantique et quelle évolution elle peut avoir. D'accord. Donc la physique quantique, c'est une physique participative. La physique qui régit le monde atomique a des propriétés qui sont différentes de la physique classique. Alors je précise que la physique classique et la physique quantique ne sont pas opposées mais deviennent complémentaires. Donc on ne pourra pas décrire un système solaire à l'aide de la physique quantique, de même qu'on ne pourra pas décrire un atome avec la physique classique. Physique classique qui a donné l'astronomie. Alors le monde quantique nous montre un monde non localisable. Les particules n'ont pas une position bien précise, non séparable. On a vu que deux particules en contact le resteront. Il y a une fluctuation permanente que nous montrent certaines propriétés qu'on appelle les inégalités de Heisenberg. On a parlé de l'effet tunnel, qui permet, du fait de cette fluctuation à une particule qui n'avait pas au départ l'énergie suffisante, d'avoir une amplification d'énergie. Et ce condensat de Bose-Einstein qui donne la possibilité à une collectivité de se comporter comme une unité macroscopique. Alors ces approches physiques ont forcément une incidence sur la biologie, c'est ce qu'on commence à voir, et ça va déboucher sur un autre rapport au monde et au corps. Je crois que aussi voilà. On dit qu'un grand écrivain, c'est un écrivain qui vous fait regarder le monde différemment après que vous l'ayez fréquenté et lu. On a dit ça de Thomas Mann avec la montagne magique. La physique quantique, peut-être son apport principal, c'est de changer le rapport que chaque individu a vis-à-vis de lui et du monde. Et à partir de là, la conscience va changer. Et comme on est dans une physique participative, si la conscience change, le monde dans lequel on va vivre va changer. Les mentalités. Et donc c'est une responsabilité. C'est-à-dire que la physique quantique nous responsabilise, alors que la physique classique nous déresponsabilise. Écoutez, on va rester sur cette parole qui me semble tout à fait intéressante. En tout cas, monsieur Docteur Bonvola, excusez-moi, merci beaucoup et à bientôt. Je voudrais juste rajouter une chose, si vous permettez. Il n'y a pas de problème. Et donc, moi j'ai pu faire le pont parce que j'ai fait des études de physique, des études de biologie, et je suis maintenant anthropologue. Et donc, j'ai créé un DU d'ethnomédecine. Et l'ethnomédecine est intéressante parce qu'il y a une autre vision de la maladie à travers des cultures éloignées des nôtres. Et donc les peuples traditionnels, sans le dire, sans le savoir d'ailleurs, comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, eh bien, vivent selon les lois de la physique quantique. Et donc ils ont un autre rapport au monde. Par exemple, le monde animiste, c'est l'équivalent de la dualité onde-corpuscule. Un objet, il a une onde qu'eux appellent esprit. Ils ont la notion d'un monde unitaire. Par exemple, un village aura toujours... rond. Voilà, c'est rond, donc c'est vibratoire, puis il y a la notion d'unité. Et je trouve que les cultures éloignées des nôtres sont souvent un miroir. Donc la mécanique quantique a joué le rôle de miroir vis-à-vis de la physique classique, et l'anthropologie joue le rôle de miroir vis-à-vis de nos sociétés. Ce que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, dans une petite ethnie, si un individu tombe malade ou fait un acte grave, on ne va pas l'enfermer, mais on va essayer de comprendre pourquoi la société a permis cette potentialité et a amené un individu à faire cet acte grave ou à présenter une dérégulation au niveau sociétal. Et donc, c'est toujours la société qui prend en compte l'émergence d'un comportement atypique et non pas l'inverse. Et ça, c'est intéressant. Et une dernière chose, les sociétés traditionnelles envisagent 3 équilibres qui sont essentiels pour leur vie. L'équilibre de soi à la nature et au cosmos, l'équilibre de soi aux autres et l'équilibre de soi à soi. Si les 3 équilibres sont présents et établis, la société est en bonne santé. Dans nos sociétés, vous voyez bien que l'équilibre de soi aux soi, non. L'équilibre de soi aux autres, non. Et l'équilibre de soi à la nature, au cosmos, c'est réservé aux astronomes, aux astrophysiciens. Voilà, comme disait Jean Rostand, les scientifiques, les seuls poètes rémunérés par l'État. Mais dans le quotidien, les gens ne regardent plus le ciel par une belle nuit d'été et sont préoccupés par leur quotidien, et on ne peut pas leur en vouloir.
Et dans la hiérarchie, pour les sociétés traditionnelles, le plus important, c'est l'équilibre de soi à la nature et au cosmos, qui entraîne presque automatiquement l'équilibre de soi aux autres et l'équilibre de soi à soi. Alors que nous, individualistes, on va dire qu'il faut un équilibre de soi à soi, de soi aux autres et de soi à la nature et au cosmos. Et je trouve que chaque fois qu'un individu tombe malade, on voit bien qu'il y a des grandes pathologies en termes de santé publique, chaque malade devient un bioindicateur de la dérégulation sociétale. Si vous parlez avec un médecin généraliste qui travaille dans le 9.3, comme on dit, les gens qu'il voit sont des gens qui sont malades de ne pas pouvoir travailler, qui sont au chômage, qui sont exclus, qui sont RMistes. Et c'est dans ce sens-là qu'un individu, c'est pas simplement un corps, c'est aussi un milieu dans lequel il évolue. Des fois, le problème qui entraîne un dysfonctionnement chez l'individu, c'est la famille, ou c'est le travail, voire même c'est la nation. Et donc on est dans une période où la crise économique a amené les gens à être dans le pessimisme, dans le doute, dans la crainte, dans la peur. Et dans ce sens-là, à chaque fois que une pathologie progresse, c'est un indicateur que notre société est dérégulée. Oui, bon, là, ça donne un peu de sujet, mais je veux dire, mais bon, c'est pas fait par hasard. Je veux dire, s'il y a des gens qui ont intérêt à ce que les peuples soient comme ça, craintifs, peureux et manipulables, c'est qu'il y a aussi une forme de pouvoir qui est intéressée pour avoir cette masse sous la main et d'en faire. Je suis bien d'accord avec vous, mais moi j'essaie d'être rigoureux. Non, mais je comprends, mais je dis, bon, il y a des choses, c'est des choses qui ne sont pas faites par hasard et qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça soit comme ça. Tout à fait. Je terminerai par cette phrase parce que je trouve qu'elle résume bien la logique du vivant. La vie ne réside pas dans les molécules, mais dans les relations qu'elles sont en mesure d'établir entre elles. C'est-à-dire que serait l'humanité s'il n'y avait pas de lien entre les hommes et les femmes? Que serait un corps s'il n'y avait pas de lien entre les cellules? Que serait un continent européen s'il n'y avait pas de lien harmonieux entre les pays qui le composent? Donc c'est le lien qui est plus important. Et peut-être que la grave crise dans laquelle nous sommes, plus que la crise économique, c'est une crise de lien parce qu'il y a une perte de sens. C'est clair. Peut-être quelques précisions pratiques sur votre DU, comment on peut se renseigner sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a des sites qu'on peut consulter? Oui, bien sûr. Il y a un site à l'hôpital Sainte-Anne. Le vôtre peut-être déjà si vous Oui, l'unité du savoir. Donc vous cherchez Philippe Bobola, l'unité du savoir, vous avez le programme. Donc c'est un enseignement qui est ouvert à tout public. C'est de l'anthropologie. On aborde tous les aspects de la société traditionnelle. Et surtout, on essaye de voir comment les gens, à travers un regard différent, envisagent la santé, envisagent le cosmos, l'univers, la plante, etc. Et donc c'est presque une thérapie culturelle, une psychanalyse culturelle, puisque les gens, en étant confrontés à des cultures éloignées des nôtres, envisagent un autre rapport à eux-mêmes et à la nature et au cosmos, et là aussi ils rentrent dans un autre équilibre. Oui, mais souvent on appelle ces ethnies les peuples premiers, c'est parce qu'effectivement ils détiennent quand même les premières vérités, on s'est trop éloigné je pense. Oui, c'est vrai. Ils ont su maintenir en physique, la notion d'attracteur est intéressante. C'est-à-dire c'est issu du chaos. Quand vous avez une collectivité d'atomes qui évolue, ils sont attirés vers une sorte d'aimant qui amène à long terme la collectivité d'atomes qui semble obéir à un mouvement totalement aléatoire, à une sorte de téléguidage. Et donc les peuples traditionnels sont soumis à un attracteur d'équilibre. D'ailleurs, lorsque j'ai rencontré un chef d'une tribu qui s'appelle les Yawanawa, il m'a posé une seule question, c'était un peu le test pour aller plus loin dans leur rencontre. Comment qualifier ma culture, m'a-t-il dit. J'ai réfléchi et spontanément j'ai dit déséquilibre. Il m'a dit oui. Et il m'a dit comment qualifier la mienne, équilibre. Et c'était un chef de quel... Les Yawanawa, ce sont une ethnie qui vivent dans la forêt brésilienne, la forêt amazonienne brésilienne, dans la région d'Acre, le nord-ouest du Brésil. Et les Yawanawa sont à peu près 4000. Et donc le chef de cette ethnie, qui s'appelle Birasinaxi Waka, m'a bien résumé le parcours de son peuple. Il m'a dit « Nous étions dans la spiritualité, on nous a imposé une religion dogmatique, j'en suis sorti. Nous étions dans l'équilibre et en rentrant dans la société brésilienne moderne, j'ai été dans le déséquilibre. Donc maintenant, je rentre chez moi, je retrouve ma spiritualité et je retrouve le monde équilibré. » Docteur Bobola, merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt.